Wajdi battait maintenant le pavé en descendant vers la mer d'un pas chaloupé. Le nez en l'air, respirant l'odeur du large qui montait avec la marée, il avait adopté une démarche audacieusement divergente. Un subtil mélange entre le glissement des lendemains de veille et la foulée franche de ses nouvelles résolutions. Suffisamment rapide pour ne pas prendre froid, le temps que la rosée fraîche du matin ne laisse place au soleil, et suffisamment lentement pour laisser à son regard le temps de s'accrocher où bon lui semblerait. Il avait grimpé là-haut hier soir, dans les quartiers industriels perchés sur les sommets de la ville. C'était justice que ce matin, il s'accorde de se laisser glisser nonchalamment le long de la pente douce qui le ramenait vers la vieille ville. Il déambulait ainsi, sans fournir trop d'efforts, légèrement penché en arrière, les hanches en avant pour jeter ses jambes toujours plus loin vers le bas de la rue. L'étrangeté de cette silhouette cahotante était renforcée par ses deux bras, plaqués le long du corps, les coudes contre les côtes. Les mains sous le menton supportaient un grand pain de campagne qu'il venait de s'offrir avec son cachet de la veille, et où, à intervalles réguliers, il enfouissait le visage tout entier pour en extirper de gros morceaux de mie de pain. Le ballon était encore chaud du four, et il mâchait avec un plaisir immense les trop grandes bouchées qu'il enfournait malgré lui. Il s'immobilisa soudain, devant la vitrine d'une petite échoppe, la bouche toujours pleine. Il venait de passer dans le quartier marchand, et s'étalait maintenant devant lui un assortiment de magnifiques bottes de cuir, dont il se fichait d'ailleurs complètement. Plus tôt, dans les halles où il avait acheté son petit déjeuner, la boulangère l'avait appelé « mon joli jeune homme » quand elle lui avait rendu sa monnaie. Ce qui l'intéressait maintenant dans cette devanture, c'était sa gueule, sa tronche du lendemain. Il scrutait attentivement son reflet dans la vitrine, découpé par la pâle lueur du matin. Est-ce qu'il était même joli garçon ? Aucune idée. Bon, déjà, pour beaucoup de monde, il était très peu Wajdi. Ça, il en était certain. Ceux qui ne le connaissaient pas avaient toujours eu de la peine à associer son prénom avec son visage. Ce nom, ce Wajdi, c'étaient les portefaix qu'il lui avait donnés pour le faire entrer dans la famille. Mais contrairement à ses nouveaux frères, il n'avait pas du tout le teint hâlé et ce beau profil découpé, tout droit hérité des orientaux, comme tous les autres gars de son clan. Lui, il était blanc comme un cul. Très loin des grandeurs orientales. Et on ne savait pas vraiment d'où il venait d'ailleurs. En réalité, il était très fier d'être en décalage avec ce que l'on pouvait penser de lui au premier abord. Le vieux oud rafistolé qu'il avait remis dans son dos en témoignait. Il s'était d'ailleurs tué à la tâche pour apprendre à en jouer. Et à en jouer bien. Maudissant au début cet instrument que personne ne connaissait et qu'il n'arrivait pas à tenir convenablement dans ses bras. Jusqu'à son adolescence, il lui paraissait avoir trop de cordes pour être honnête. Ensuite, Wajdi avait pris un malin plaisir à se casser les dents sur les partitions les plus traditionnelles et les plus compliquées, multipliant les accords savants et les effets de manche, comme pour combler le manque de légitimité qu'il avait à en jouer. C'était très con d'ailleurs, puisque les portefaix d'Aufsor l'avaient toujours accueilli à bras ouverts et se foutaient par-dessus tout de ses origines inconnues. Non, il l'avait fait pour lui, pour ne plus flotter dans cette nouvelle identité qu'on lui offrait, comme dans un manteau un peu trop grand. Il faut dire qu'à l'orphelinat, il n'avait pas eu beaucoup de figures paternelles à qui s'identifier, avant d'atterrir chez eux. Il avait fait ce qu'on pouvait appeler un excès de personnalité, pour se créer un rôle. À cause de ses origines très différentes, la virilité poilue faisait aussi défaut à son personnage. Tous ses copains du port se faisaient pousser dès qu'ils le pouvaient une grande barbe sombre, souvent très drue, et qui allait superbement bien avec leurs boucles noires. Ça leur donnait à tous une stature de prince en exil, dont Wajdi avait été jaloux. Bon. D'un autre côté, ça faisait aussi que les docks d'Aufsor étaient remplis de princes en exil. Ça semblait moyennement sérieux. Lui, il avait des cheveux bruns, à ne plus savoir qu'en foutre,
une tignasse palisse, pas bouclée. Un mélange très dense entre les deux. Il avait refusé de tenter de la domestiquer et il laissait ses mèches s'exprimer comme ça leur chantait. Cela fonctionnait vraisemblablement puisque, les mauvais jours, sa coiffure semblait bel et bien dotée d'une vie propre. Comme un prolongement naturel de cette crinière chaotique, il s'était laissé pousser des favoris, qui, au lieu d'encadrer sa mâchoire, comme c'était le plan initial, avaient la tendance séparatiste à s'éparpiller vers l'extérieur. Cela élargissait son visage, qu'il avait assez fin, d'un entrelac étrange dont on ne savait vraiment dire s'il s'agissait de cheveux ou de poils. En tout cas, c'était inédit. C'était ce qu'il avait de mieux de toute façon. Le reste refusant de pousser convenablement et se bornant à lui assombrir vaguement le menton, il se contentait d'avoir la paternité de cette pilosité bipolaire, dont il était seul le maître. Même après 20 heures de sommeil consécutives, et Dieu sait qu'il avait essayé, son hamac en était témoin, il accusait des cernes plus ou moins profondes qui l'accompagnaient de jour comme de nuit. Ce matin, Wajdi constata que ce n'était plus des poches qu'il avait sous les yeux, mais plutôt des sacs de voyage. On pouvait ajouter à cela un regard brun profond, mais souvent mi-clos qui lui donnait un air soit songeur et ténébreux, soit endormi comme la mort. Ça dépendait des fois. Il essayait de contrôler ça comme il le pouvait, et il y parvenait, généralement. L'effet d'ensemble de son visage le laissait sans réel avis. Il ne se trouvait pas forcément un joli garçon. Il ne se souvenait pas, en tout cas, qu'on lui ait dit qu'il était beau. Mais on lui avait trouvé de la grâce, et une forme d'esthétique cabossée qu'il ne s'expliquait pas. De la présence aussi, du chien même. Au début, il avait pensé que ses compliments n'étaient là que pour camoufler la certitude qu'il était moche comme une teigne. Mais non, apparemment pas. On le lui avait redit, sans cesse les mêmes choses, et il avait bien dû se convaincre qu'il possédait un truc. Oui, il y avait dans son visage quelque chose qui plaisait. Mais sans jamais qu'on lui dise franchement qu'il était harmonieux. Il n'était pas bien grand non plus, mais ça pour le coup, ça l'arrangeait. Sec, musclé, et assez souple s'il n'avait pas la flemme de s'entraîner un peu, il était capable de bouger ce corps à peu près dans tous les sens et plus ou moins comme il le désirait. Sa manée, elle lui disait qu'il était beau. Et cela comptait énormément pour Wajdi. Tout simplement parce que, à son âge, la vieille dame était presque aveugle. Elle lui avait expliqué que s'il plaisait autant, c'est qu'il s'en fichait, justement. Qu'il se sentait à l'aise comme il était, et que ça lui offrait une assurance tellement forte qu'elle balayait les idées reçues. Elle soutenait aussi qu'il fallait être terriblement courageux pour danser devant des inconnus, pour s'ouvrir aux autres comme ça. Et ce n'est pas parce qu'il était méfiant envers tout le monde le reste du temps que ça empêchait cette élégance naturelle de transparaître. Il s'en accommodait, sans réellement être aux commandes de cette grandeur qu'elle lui décrivait, mais il la gardait précieusement au fond de lui. Et ça l'aidait à avancer. Wajdi tapa son pantalon des miettes de pain et de la farine dont il était couvert. Il avala la boule de mie qu'il était en train de mâcher et se redressa du même coup, bien droit. On ne pouvait pas décemment se trouver beau soi-même dans un miroir, mais ce matin, il s'accordait quelque grandeur avec sa gueule cassée. Elle avait sacrément raison, Onine. Il suffisait d'un peu de motivation pour faire des miracles. Et il lui sembla que ses nouvelles résolutions de la veille portaient déjà quelques fruits. Il était parvenu à se réconcilier avec lui-même en quelques heures. Sur quelques flatteries remémorées et l'image de la jolie femme en noir, qui, il en était sûr maintenant, était restée jusqu'au bout pour l'écouter. Il aurait sans doute dû s'arrêter au souvenir des paroles de sa manée pour rester tout à fait humble. Mais il s'attarda tout de même un instant à ce sentiment d'estime de soi, dont il n'avait pas joui depuis longtemps et de manière aussi simple et innocente. Tandis qu'il scrutait son reflet dans la vitre, quelque part un éclat rouge attira son attention. Son cerveau comprit avant lui que manger de la mie de pain en se pavanant devant une glace alors qu'on était recherché était un poil inconséquent et même carrément dangereux. Tous ses sens s'étaient mis en alerte, tendus comme un arc,
Et il aurait probablement décapité une petite fille par réflexe si elle était venue lui demander son chemin. Il aurait peut-être dû prendre la crise de panique d'il y a quelques heures comme un avertissement. Il était peut-être en train de péter les plombs, se dit-il. Mais ses réflexes ne l'avaient pas trompé. Tandis qu'il jouait au donjon avec son reflet, face au père de bottines, une patrouille de gardes rouges s'était avancée dans la rue. Il reconnaissait le symbole des mercenaires. La rose écarlate et la roue. Toujours figé, Wajdi les observait dans la glace, sans oser faire le moindre mouvement. Les hommes étaient juste dans son dos, l'ignorant superbement, mais l'un d'eux était à moins d'1 mètre de lui. Ils suivaient leur chef qui était occupé à contrôler une charrette, immobilisée au milieu de l'allée. « Merde !» susurra Wajdi. Comment est-ce qu'il avait bien pu faire pour ne pas les voir arriver ? Il ne voulait pas se battre, mais découvrit qu'il avait instinctivement mis la main sur sa dague, qui pendait à sa ceinture. Son poing crispé était devenu blanc, tellement il serrait fort le manche de son couteau. 2, 4, 8 soldats. Non, 9. Dans le cas regrettable où ça devait partir en vrille, il avait largement ses chances. Même avec le reste d'ivresse de la nuit et son début de gueule de bois. Il fallait qu'il se calme. Définitivement, le statut de fugitif ne lui allait pas du tout. Il devenait complètement paranoïaque. On était sur une forte probabilité que ces mecs ne sachent pas du tout qui il était. Sur les 9, seul le chef de file et 2 sous-officiers étaient des vétérans et avaient des arbalètes. Ça devait être 2 patrouilles combinées et augmentées de quelques renforts, pensa-t-il. Les autres étaient des jeunes de son âge pour la plupart, équipés à l'arrache. À force de les regarder, Wajdi comprit stupidement que les gardes, postés de part et d'autre de la route, étaient en train de monter un barrage. Il était en train d'assister à la formation d'un contrôle de sécurité, juste devant ses yeux, seulement quelques mètres plus bas. Après la boutique de chaussures et cette putain de vitrine où il aurait mieux fait de ne pas s'arrêter pour regarder sa gueule. Wajdi soupira, remonta le col de son gilet et replia doucement sa capeline sur son torse, se faisant aussi petit que possible. C'était trop con de se faire choper comme ça. Au pire, il pourrait toujours les semer haut la main. Mais si la garde rouge le voyait descendre vers le port après avoir forcé un blocus, ils allaient foncer directement chez les portefaix. Il était fatigué de toujours foutre dans la merde cette famille qu'il avait accueillie. Et il ne voulait par-dessus tout pas faire de mal à sa manée. Il ne voulait pas que ses bêtises n'éclaboussent encore une fois la réputation de cette vieille dame qu'il aimait tant. Et puis, avec 9 mecs à ses trousses, plus les arbalètes, ça promettait une sacrée danse. Et il n'aimait pas tuer. Il essayait d'éviter autant que faire se peut. Et puis, évidemment, le jeune Blanc-bec posté juste derrière lui s'était retourné. Un instant seulement, mais juste assez longtemps pour que son regard croise le sien dans le reflet, et il avait eu un réflexe malheureux. Ah non! Ça n'avait duré qu'une seconde, mais Wajdi avait détourné les yeux trop vite pour être honnête. Et il sentait maintenant l'insistance du regard de la sentinelle, dans son dos. L'adrénaline avait aidé Wajdi à reprendre ses esprits. Et il plongea dans un rôle, adopta une posture, la première qui lui vint. Il allait l'assumer jusqu'au bout. Il était doué pour ça, bon sang, et il aurait moins l'air d'un taulard en fuite. Il se surprit lui-même de la vitesse à laquelle son cerveau reprenait déjà ses vieux réflexes de bluffeur. Primo, son propre aspect. Toujours détourer précisément ce que l'on offrait comme image avant de passer à l'attaque. On ne voyait plus son gilet de scène. Par contre, le hood était emballé dans une étoffe un peu brute dans son dos. Tout le monde pouvait ainsi voir qu'il portait un instrument. Mais ça pouvait être n'importe lequel. Il allait pouvoir composer avec ça. Son pantalon était crasseux et la capeline pouvait appartenir à n'importe qui. Il était sur une rue qui descendait au port et qui arrivait directement de la campagne. Il serait très crédible en voyageur. Un provincial qui rejoignait la capitale pour attraper un bateau.
Partir au front, par exemple. Ça tenait plus ou moins bien ensemble. Ça marcherait au moins le temps de trouver autre chose. Trouver un moyen d'éviter le blocus ou de décider de foncer dans le tas. Il releva les yeux et rencontra volontairement ceux de la sentinelle. Il le scrutait toujours, en réflexion dans la vitre. C'était parfait. Il laissa le contact se faire et fit durer le croisement de regards, juste ce qu'il fallait pour que ce soit dérangeant. Il en profita du même coup pour détailler précisément son adversaire, en faire un instantané complet en un quart de seconde. Le patrouilleur, un homme, était jeune, 1 ou 2 années de moins que lui. Il était grand, fort, trop fort pour son âge. Trop abîmé aussi, il avait les mains recouvertes de taches. Épaisses, ciselées d'écorchures profondes, les taches, il fallait qu'il revienne dessus. Il n'avait pas su ajuster correctement son armure. Elle était mal nouée à l'épaule et au flanc. L'homme n'était pas en service depuis longtemps. Peut-être 1 à 2 semaines, c'était nouveau pour lui. Et il n'avait pas la rigueur des militaires. Il aurait dû s'occuper de la charrette que son chef inspectait. C'était une erreur et il aurait pu être sanctionné pour ça. Il n'avait aucune raison de le regarder, lui. Il s'était donc tourné vers la boutique pour autre chose et il avait surpris son regard par hasard. Tous les éléments s'entrechoquaient à une vitesse incroyable dans le crâne de Wajdi, tandis qu'une solution émergeait lentement des brumes de son esprit. Ah, la frénésie de l'instant. C'était ça qu'il aimait, le frisson du bluff. Les mains creusées comme du cuir sur sa lance. Les mains d'un travailleur, on avait dit. Un travailleur avec des taches noires sur les mains. Le gaillard était fils de, obligé. Pas artisan lui-même, trop jeune. Une odeur était arrivée en trombe dans son cerveau sans qu'il ne sache vraiment ce qu'elle signifiait. C'était la réminiscence d'un atelier lointain qui lui parvenait. Le cuir. Oui, les mains de cuir. Il était maintenant devant le garde et le fixait en souriant, aimablement, pour s'offrir quelques secondes de plus. Il força ses pensées à s'accélérer. Non, pas les mains de cuir, juste le cuir, les peaux. C'était l'atelier d'un tanneur qui lui venait à l'esprit. L'odeur des peaux de bêtes, du tanin, tanneur. Il était tanneur, bon sang, ou fils de tanneur, mais on s'en foutait, c'était la même chose. Et il avait sur les mains les taches de l'écorce de chêne, le tanin. Oui, c'était forcément ça. Et il avait été distrait, bien sûr. Il avait regardé les bottes dans la vitrine. Il n'avait pas pu résister, parce que c'est ça qu'il faisait pour gagner sa vie avant d'être dans la garde rouge. Peut-être même le faisait-il encore, pour aider son père le soir, ou pour arrondir ses fins de mois. Wajdi s'extirpa de ses pensées. Ça y est, il avait une ouverture. Hé, dis-moi, quand j'ai quitté la ferme de mes vieux, mon père m'a balancé ses vieilles bottes. Alors c'est sympa, mais elles sont niquées. Du coup, j'ai pas beaucoup d'argent et je dois m'acheter des nouvelles grolles pour ce soir. Je prends le bateau. Je pars à la guerre. Toi, tu choisirais celle-ci ou celle-là ? Wajdi avait indiqué, derrière l'étal, 2 paires de bottes presque identiques. Il s'était exprimé en accentuant un peu sa gwaïda of sort, et en se penchant vers lui, en fixant le dos du supérieur qui contrôlait la charrette, comme par complicité avec le bleu, montrant bien qu'il était de son côté, et qu'il demandait juste un avis rapide, en espérant que son chef de file ne les surprenne pas. Le gaillard s'était franchement retourné vers lui, et lui avait souri à pleines dents. Il avait joué le jeu au-delà de tout ce que Wajdi pouvait espérer. En même temps, il n'était pas devenu barde pour rien. L'arnaque à un niveau pareil, c'était presque une religion. « Prends celle-là », avait-il indiqué avec le bas de sa lance. « Le cuir, il est bien plus épais. Et puis, elles sont bien me cousues. » Wajdi avait poussé son avantage en lui tapotant légèrement l'épaule, amicalement. « Ah, ok. Ben, merci bien, l'ami. » Il s'était détendu doucement et était entré dans la boutique, non sans adresser avec une reconnaissance empressée un salut complice aux gardes. La petite clochette avait retenti dans la cordonnerie minuscule et il avait laissé la porte se refermer derrière lui, laissant dans la rue l'escouade, la charrette et la recrue, qui lui avait sans doute donné un très bon conseil au niveau chaussures.
assez sympathique pour un garde rouge. Celui-ci était acquis à sa cause pour un bon moment. Il l'associerait sans doute à un pauvre type qui cherchait des nouvelles bottes plus qu'à autre chose. Et avec un peu de chance, il ne parviendrait même pas à le reconnaître sur un hypothétique avis de recherche, même si l'on croisait un dans la caserne. Et quand bien même il ferait le lien, ça serait trop tard. Il la bouclerait par peur qu'on lui reproche de l'avoir laissé filer sans résistance. Au pire, il allait ouvrir sa gueule dans 2-3 jours en disant qu'il lui semblait peut-être qu'éventuellement il avait croisé un mec qui correspondait. Pour une milice privée, comme la Garde Rouge, c'était facile de faire la loi à grands coups de menaces, surtout quand on avait 5 fois plus d'effectifs que la police officielle. Mais d'avoir choisi la crainte au lieu de la confiance comme seul moteur d'autorité tout au long de la chaîne de commandement, ça avait des défauts énormes. Il se retourna et fit un signe au gérant de la petite boutique. Un nain, avec la mine sombre, et si âgé qu'il partageait des similitudes physiques incontestables avec sa marchandise de cuir. Si le tanneur de tantôt avait déjà les mains bien épaisses, la peau du vieillard, elle, aurait arrêté un coup de couteau. Wajdi se sentit dévisagé par le patron, qui n'avait pas raté une miette de l'étrange farce qui s'était jouée devant son échoppe. Puis, d'un mouvement de tête entendu, il indiqua à Wajdi la direction de la porte de derrière et se remit à sa besogne. Comme ça. Comme si de rien n'était. Un des seuls bons côtés de cette guerre était la découverte du nombre insoupçonnable de vieux insoumis récalcitrants qui peuplaient la ville. En général, il s'agissait de tous ceux qui avaient vécu de près ou de loin les combats du premier grand conflit mondial, et à qui le totalitarisme des gardes de Gravem rappelait de sales moments de leur histoire. Ils étaient partout, et sans se faire trop remarquer, faisaient acte de résistance, à leur façon. Il le remercia d'un air entendu et traversa un petit couloir encombré, au bout duquel une porte débouchait sur une fine tranchée, à ciel ouvert, d'à peine 1 mètre de large qui séparait les deux bâtisses. Il la remonta en étudiant attentivement les cordages et les poutres apparentes qui émergeaient des deux façades. Il déboucha dans l'arrière-cour d'une taverne, pour enfin se retrouver finalement de l'autre côté des maisons, sur la rue adjacente. Efficace, avoua-t-il. Il appréciait en connaisseur. Wajdi se retourna sur l'établissement, derrière lui. Une taverne qui ne payait pas de mine, dont il venait d'émerger comme par magie. Comme quoi, il découvrait encore des merveilles de raccourcis, et ce, même après 10 années à décortiquer les entrailles de la ville.